Avec autour de la table le chef du service politique d'Europe 1, Louis Dragnel, Louis aux haltères de Marianne, Maxime Yeddo, journaliste, essayiste, et la députée Modem des Hauts-de-Seine, Isabelle Florennes. Pas de déclaration orale, en tout cas audio, ni télé. Un message sur Twitter, en revanche. Nicolas Sarkozy, combatif, déterminé. Hier soir, le droit a été bafoué, c'est une injustice. On ne peut être sanctionné 2 fois pour les mêmes faits. Voilà ce que déclare, entre autres, Nicolas Sarkozy. Tout au long de la journée d'hier, il a reçu le soutien de sa famille politique après sa condamnation. Écoutez dans l'ordre Xavier Bertrand, Jean Castex, son ancien collaborateur, et le député LR Julien Aubert. C'est un ancien président de la République et fait honneur à la France. Et je me mets avant tout à sa place ce soir. Il est en permanence accompagné de personnes chargées de sa sécurité. C'est tout. Est-ce qu'on a besoin, en plus, de lui imposer une telle mesure blessante ? Il a fait appel, je le comprends pleinement, pour défendre son honneur. Le Premier ministre de la République ne peut pas, ne doit pas commenter les décisions de justice. La justice est indépendante et c'est heureux. Néanmoins, je voudrais, dans ces circonstances, manifester mon amitié et mon affection au président Nicolas Sarkozy, auprès duquel j'ai travaillé pendant près de 2 ans et dont je sais l'engagement qui a été le sien pour notre pays. Je suis frappé, si vous voulez, par la violence symbolique consistant à condamner à une peine de prison ferme un ancien président de la République sur la base d'une infraction au code électoral sans enrichissement personnel. Il me semble que la peine est disproportionnée et en soi donc susceptible d'interprétation politique. Et puis deuxièmement, ça montre que les juges ont une influence, volontaire ou involontaire, sur le jeu politique. Cela rappelle aussi la manière dont la dernière campagne présidentielle de 2017 s'est passée. Voilà, Xavier Bertrand aux 20h de France 2, Jean Castex aux 20h de TF1 et Julien Aubert au micro d'Alexis de la Fontaine. Sarko soutenu, même Jean Castex, il prend des pincettes, mais il le soutient. Et là, est-ce qu'il a bien fait, Jean Castex, de soutenir Nicolas Sarkozy ? Quand on est sincère, et qu'on... Moi, on peut pas reprocher à quelqu'un de témoigner son amitié. Ça aurait été plus simple pour lui de se laver les mains, honnêtement. En tant que, c'est pas pour le défendre, mais il aurait pu. Donc, il s'est plus fort de courage, c'est ce que vous êtes, à la fin de sa première en train de dire. Moi, je trouve que c'était plutôt touchant qu'il fasse ça. Ensuite, voilà, en tant que Premier ministre, c'est jamais évident de. C'est pour ça. Faire ce type de déclaration. Mais je pense qu'en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que globalement, quand on regarde toutes les réactions politiques de toute la classe politique, mis à part quelques écolos, en fait, il y a eu assez peu de gens qui tiraient sur Nicolas Sarkozy pour une simple raison, c'est que toute la classe politique sait que maintenant il y a une immixtion de plus en plus importante quand même de la justice dans la vie politique et que il faut être très regardant et qu'un jour ou un autre, tout le monde peut être potentiellement concerné par une mise en cause et éventuellement une condamnation. Alors, on peut parler de ce qui s'est passé avec Nicolas Sarkozy, mais globalement, la question du financement de la vie politique se pose dans tous les partis politiques de la même manière, avec une limite de plafond. Et c'est un vrai débat d'ailleurs qu'il faudrait se poser sur à la fois le financement, les plafonds que c'est vrai, les candidats n'ont pas le droit de dépasser un certain nombre de plafonds. Il y a la question du remboursement et puis il y a la question même de la capacité à emprunter. On sait que c'est de plus en plus difficile pour beaucoup de partis politiques. Absolument. Emmanuel Macron, au début de son quinquennat d'ailleurs, avait parlé de la création d'une grande banque pour financer la vie politique. François Bayrou. François Bayrou, vous avez raison. La banque de la démocratie. La banque de la démocratie. Et on l'a n'a jamais vu le jour. Et je pense que c'était une très bonne idée parce que ça permettait encore de mettre encore plus de distance. Parce que les banques maintenant sont très gênées à l'idée de financer des politiques, ça leur fout une peur bleue parce qu'ils se disent oulala, s'il y a des problèmes avec la justice, on va avoir une très mauvaise réputation, quoi qu'il se passe. Et du coup, je trouve qu'il faut peut-être se servir, je sors un peu du débat, mais se servir de ce qui est en train de se passer dans l'actualité judiciaire concernant Nicolas Sarkozy pour se poser les bonnes questions. Parce qu'en fait, on hérite d'un cadre légal qui pour moi est assez obsolète, mais avait été mis en place. Il faut pas retourner non plus, faut se souvenir d'où on vient. Dire qu'il n'y avait pas du tout avant notamment la loi de financement de la vie politique qui avait été initiée par Lionel Jospin, et c'était une très bonne loi d'ailleurs. Avant, il y avait rien qui encadrait la vie et le financement de la vie politique. Et du coup, par exemple, vous aviez des groupes pétroliers qui soutenaient un voire plusieurs candidats, et ça posait la question aussi de l'indépendance, la redevabilité ensuite du politique qui était élu vis-à-vis de ses financeurs. Et du coup, voilà, je pense que ça vaut le coup, ça mériterait le coup, je trouve, de poser un vrai débat. Et en plus, je pense que c'est un des rares sujets qui fait consensus dans le diagnostic dans toute la vie politique, parce que tous les partis sont concernés de la même manière par ces mêmes questions. Louis aux haltères de Marianne. Sur Nicolas Sarkozy, alors
c'est l'histoire du piège tendu par les politiques eux-mêmes, parce que Louis parlait d'immixtion de la justice. En réalité, ce sont des lois qui ont été votées par les politiques eux-mêmes. C'est-à-dire les lois de 88, 90, 95, elles suivent effectivement une période où, pour financer la politique, c'était vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on faisait comme on voulait, tout était occulte, ça passait par des rétrocommissions, des boîtes privées, il n'y avait pas de montant, ça n'était pas contrôlé, c'était vraiment n'importe quoi. On parle d'une époque pas si ancienne que ça, mais à laquelle ces lois sont venues mettre un terme, et c'est plutôt heureux. Mais du coup, c'est en vertu de ces lois, en vertu des limites du plafonnement, que Nicolas Sarkozy a été condamné, et on sent un réflexe de crainte en fait de la classe politique entre ceux qui soutiennent Sarkozy et ceux qui ne vont pas l'accabler après cette condamnation assez lourde. On sent un réflexe de crainte parce que entre les affaires Fillon en 2017, les mises en examen d'Édouard Philippe, d'Agnès Buzyn, de plusieurs responsables qui ont géré la crise sanitaire, ces condamnations qui sont inédites, c'est la première fois qu'il y a une condamnation judiciaire dans le cadre d'une affaire de financement illégal de campagne présidentielle, oui. C'est parfaitement inédit. On sent que la tension entre juges et politiques prend un nouveau tournant, mais il ne faut jamais oublier que les juges rendent leur jugement et leurs décisions en appliquant les lois votées par les politiques. Alors évidemment, si les politiques se disaient alors, on va adoucir les lois qu'on a nous-mêmes votées pour s'autoréglementer parce que c'était n'importe quoi. On n'imagine pas que ça se fasse du jour au lendemain, mais il faut pas oublier cet élément-là. Et le deuxième élément, c'est évidemment la question du financement de la vie politique. Louis disait que la question se posait pour tous les partis, c'est vrai, mais elle concerne certains plus que d'autres. Aujourd'hui, le Rassemblement national n'arrive à obtenir aucun prêt de banques françaises ou européennes, parce que les banques ne veulent pas compromettre leur réputation. Et pour les partis en général, et les banques françaises sont très frileuses à l'idée de prêter. Parce que c'est le Rassemblement national ou parce qu'il y a eu notamment l'affaire de l'emprunt russe? Parce qu'il y a eu des affaires, et pas que celle-là. Il y a aussi l'affaire Big Malion, pour laquelle donc qui a donné lieu à ce jugement. Il y a eu les comptes de l'UMP. Il y a eu plusieurs affaires. Du RN. Vous parliez justement que en fait, aucune banque ne veut prêter au RN. Donc je posais la question. Est-ce que c'est parce que c'est le Rassemblement national ou est-ce que c'est parce qu'il y a eu l'affaire de l'emprunt russe? C'est l'inverse. L'affaire de l'emprunt russe a découlé du fait que le Rassemblement national a dû aller jusqu'en Russie pour aller trouver de l'argent, ce qui évidemment n'est pas le meilleur des gages de confiance. Et parce que les banques ne veulent pas compromettre leur réputation en prêtant au Rassemblement national, mais même maintenant en prêtant à quasiment n'importe quel parti. Ce qu'elles consentent à faire, c'est uniquement prêter de l'argent à des candidats éventuellement. Maxime Yeddo. Sur la condamnation en soi, c'est assez compliqué de réagir. Je trouve néanmoins que lorsqu'il s'agit des condamnations concernant Nicolas Sarkozy, c'est toujours très compliqué de réagir parce que on ne peut pas être sûr du bien fondé de ces accusations, parce qu'on se rappelle qu'en été 2020, Le Point sortait un dossier sur la façon dont le PNF avait enquêté. Alors c'était dans l'affaire libyenne, mais la façon dont le PNF s'était acharné sur Nicolas Sarkozy, à savoir absolument qui était la taupe qui avait prévenu Nicolas Sarkozy, qui était sur l'écoute. Donc le PNF avait mené pendant plus d'1 an une enquête inédite avec l'écoute des avocats, avec parfois la géolocalisation de certains avocats, ce qui a donné lieu, rappelez-vous, il y a une petite année à l'affaire des fadettes, c'est-à-dire que tous les avocats s'étaient indignés d'avoir été mis sur écoute pendant autant d'années, et surtout que cette enquête-là et ces écoutes n'ayant rien donné, le PNF n'a pas versé cette enquête en nullité au parti de Nicolas Sarkozy, ce qu'avait d'ailleurs reproché la défense de Nicolas Sarkozy lors du procès. Et puis surtout, l'avocat s'était indigné parce que il est totalement anormal que de telles écoutes se produisent en démocratie. C'est-à-dire que la relation entre le client et son avocat doit être absolument sacrée. Ça fait partie des secrets professionnels que l'on doit absolument conserver. Et que généralement, les jugements ou les procès de Nicolas Sarkozy indignent davantage sur, ou en quelque sorte provoquent une certaine joie de la part de ses détracteurs, plus qu'autre de véritables interrogations sur le PNF. C'est inquiétant, surtout que au sein même du PNF, à ce moment-là, il y avait eu des problèmes internes. On se rappelle du vice-procureur qui était à ce moment-là en place, qui avait écrit à la procureure de la cour d'appel, qui avait dit qu'il y avait d'énormes tensions internes. Et Nicole Belloubet, en ayant ces informations, avait lancé une enquête. Et quand même à l'intérieur, également à l'intérieur de cette enquête, on utilise quand même des termes on parle quand même de fonctionnement cloisonné du parquet national financier et d'un déficit de remontée d'informations. Donc quand on a toutes ces enquêtes et quand on a tous ces éléments, on ne peut pas un tout petit peu être circonspect quant au résultat du procès concernant Nicolas Sarkozy. C'est toujours délicat. Alors justement, le mot acharnement n'est pas employé cette fois-ci dans le tweet de Nicolas Sarkozy, même s'il parle d'humiliation, vaine tentative d'humiliation. Nicolas Sarkozy, qui, vous l'avez évoqué, Maxime Yeddo, est impliqué, en tout cas approché, concerné dans plusieurs affaires. Victor Chabert, est-ce qu'on peut faire le point justement avec vous sur toutes ces affaires ?
Alors, une condamnation en mars dernier pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire Paul Bismuth, pseudonyme utilisé par Nicolas Sarkozy pour ouvrir une ligne téléphonique avec laquelle il échangeait avec son avocat. Il a interjeté appel. D'autres affaires sont toujours en cours. L'ancien président est mis en examen dans l'enquête sur le présumé financement libyen de sa campagne de 2007. Son nom apparaît aussi dans une enquête préliminaire ouverte par le parquet national financier sur des conseils prodigués à une société russe d'assurance. Mais il n'est pas poursuivi. Dans la très médiatique affaire Karachi, il a été entendu comme simple témoin. Il y a aussi un non-lieu dans l'affaire Bettencourt. Nicolas Sarkozy a été mis hors de cause en 2013. Il a bénéficié de l'immunité présidentielle dans l'affaire des sondages de l'Élysée, des soupçons de commandes irrégulières à 2 de ses conseillers, Patrick Buisson et Pierre Giacometti. Immunité également dans l'affaire de l'arbitrage Crédit Lyonnais Tapi. Parfois, ce sont des affaires plus farfelues, comme le lien qui avait été fait entre lui et Air Cocaïne. 700 kilos de drogue retrouvés à bord d'un avion à Punta Cana. L'appareil était loué par une compagnie d'aviation d'affaires. Au cours de l'enquête, la magistrate chargée du dossier découvre que l'avion a été plusieurs fois affrété pour des voyages privés de Nicolas Sarkozy. Elle soupçonne alors un abus de bien social parce qu'il n'a pas payé lui-même les trajets. Mais l'ancien chef de l'État a finalement été blanchi. Voilà donc pour merci Victor Chabert pour ce résumé des affaires impliquant Nicolas Sarkozy. Évidemment, ça donne, j'allais dire, du grain à moudre pour les détracteurs dans l'ancien président. Évidemment, mais même sincèrement, je suis étonné que ce soit à gauche, à droite, que on s'amuse en quelque sorte à commenter les décisions de justice concernant Nicolas Sarkozy. Quand on a des révélations concernant un parquet national financier qui est chargé plutôt d'avoir des enquêtes concernant des comptes de campagne, concernant des politiques, concernant des grosses affaires, à partir du moment où il y a des soupçons comme celui-ci qui avait rêvé comme ceux qui avaient révélé le point, ce n'est pas normal qu'on balaye ça d'un revers de la main, surtout après les résultats d'une enquête administrative qui révèle des dysfonctionnements. Et ça, dans une démocratie, une fois de plus, qu'on s'habitue à ce que les secrets professionnels, que ce soit un coup avec les médecins, que ce soit un coup avec les avocats, que ce soit un coup ailleurs, finalement n'inquiètent plus tellement de monde, à titre personnel, je trouve ça un peu stupéfiant. Et là encore, d'ailleurs, que ce soit qu'on soit dans un camp, celui des détracteurs ou celui des défenseurs de Nicolas Sarkozy, ce qui se passe, c'est que Sarko reste le faiseur de roi à droite. Mais évidemment. Ça. Alors, est-ce qu'il reste le feu? Honnêtement, Louis Dragnel. Ce qui est vrai, c'est que ce qui est vrai, ce qu'on peut observer tous, c'est que tous les candidats à la primaire de la droite ont tous fait un petit mot très chaleureux, très gentil, mais sans arrière-pensée. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous savez, il y a une semaine, tous cherchaient à avoir le soutien de Nicolas Sarkozy. Je pense que à partir d'aujourd'hui, je pense que tout le monde va pas aller frapper à sa porte pour chercher son tampon. Donc voilà, ça c'est un peu Miroménil ou rue Pierre Gérin, parce que là, pour le coup, avec le bracelet électronique, on ne sait pas à quel pour l'instant, il n'a pas de bracelet électronique. Il n'emportera peut-être jamais. Et vous avez raison de le. Parce que là, attendez, il y aura. C'est une petite précision, mais donc concrètement, il a fait appel. Ça veut dire qu'il y aura un nouveau procès et il sera à nouveau présenté au début du procès comme présumé innocent. Exactement. Donc il peut encore tout se passer. Après, quand on voit les relations entre Nicolas Sarkozy et l'institution judiciaire, c'est assez malheureux, mais c'est vrai qu'il y a même des déclarations de magistrats, et je rejoins ce que disait Maxime Yeddo tout à l'heure, qui sont sortis où ils avaient envie de se le payer, clairement, où ils le disaient. Il y avait aucun. Mais ceux qui jugeaient pas. Nicolas Sarkozy, c'est ceux qui l'avaient épinglé sur le mur des cons, qui avaient été. Là, c'est ceux qui avaient été épinglés. Globalement, c'est la génération un peu d'avant. Mais effectivement, il y a eu les relations entre Nicolas Sarkozy et la magistrature, ça a commencé quand il était même quand il était ministre de l'Intérieur, quand il était président ensuite, et effectivement après ça s'est poursuivi après. Je note juste une chose, il y a quand même un phénomène nouveau, c'est-à-dire qu'effectivement il y a une concentration de moyens qui est exceptionnelle aujourd'hui, de moyens judiciaires contre Nicolas Sarkozy et donc maintenant contre toute la classe politique. Et ça paraît un détail, ça paraît anecdotique, mais par exemple il y a des outils qui sont mis en place, qui sont habituellement utilisés par les services de renseignement pour traquer des terroristes. Par exemple, l'IMSI Catcher, alors ça parle à personne parce que c'est du jargon, mais c'est une sorte de valise qui permet d'aspirer toutes les conversations téléphoniques qu'il y a dans une pièce ou dans un rayon de 100 mètres autour de vous. Je vais mettre ça chez ma belle-mère. Voilà, mais alors ça coûte un peu cher quand même, parce que votre belle-mère, il faut lui offrir un cadeau à plus de 500 000 euros. Ça vaut peut-être le coup pour savoir tout ce qu'on balance. Et donc c'est ce type de moyens qui a été mis en place avec des systèmes de bornage où il détournait une antenne relais téléphonique pour simuler justement cette antenne, ce qui permettait d'aspirer les contenus. Si vous
voulez, c'est du matériel qui est utilisé, par exemple, même par les militaires au Sahel, en Afghanistan. Enfin, c'est une technologie française, d'ailleurs. Je m'écarte un peu du débat. Israélienne à l'origine, et puis maintenant tout le monde en fait, et même il y a le marché du low cost qui en vend maintenant pour votre belle-mère. Cher Pierre, maintenant à partir de 60 000 euros. Ah oui. Vous pouvez ça, et vous pouvez utiliser ça. C'était mon anniversaire il y a quelques jours, j'aurais pu m'en offrir. Réjouissez-vous, Pierre, parce qu'avec le passage à la 5G, les Ipsy Catcher normalement ne fonctionneront plus. Bref, ça c'était pour la notice technique, mais c'est simplement pour vous dire qu'il y a des moyens énormes qu'on a jamais vus par le passé, voilà, qui ont été utilisés pour Nicolas Sarkozy. On n'a pas beaucoup entendu Isabelle Florennes sur le sujet Sarkozy. Non, ça vous étonne? Point. Non, mais On dira la même chose. Mais vous êtes dans quel camp, vous? Ah, moi, je suis pas dans le camp. Généralement, c'est assez manichéen, en fait. Eh ben non, je suis pas dans le camp ni des détracteurs, ni. Vous êtes dans le nini, vous savez, ça rappelle un autre chapitre de je crois de toute façon que quand on est soi-même dans le milieu politique, et puis je suis députée des Hauts-de-Seine, et j'ai pas envie de commenter une décision alors, de justice. Si vous avez pas envie, mais quand même de dire. C'est comme Louis Dragnel. Non, mais quand même de dire, pour répondre aussi aux propos qui ont été tenus par Louis Dragnel sur la question de la vie politique et du financement de la vie politique. On a fait une loi quand même aussi en 2017. C'était la première loi à la commission des lois, confiance dans la vie politique. Et juste pour dire un regret, effectivement, on n'a pas pu avancer sur le financement de la vie des élus et des campagnes qui sont la question de la Banque de la démocratie que vous évoquiez. C'est une question importante qu'il faut pas oublier. Et ça, c'est un regret. Et un regret aussi. Ça veut pas dire qu'on le fera jamais. Ça veut pas dire qu'on le fera pas, ça veut dire qu'il faut qu'on le remette dans le programme qui arrive, et je pense que on y contribuera avec mon groupe politique pour remettre ces questions et ce sujet sur la table, aussi pour dire que sur cette confiance dans la vie politique, on n'a pas avancé, puisque finalement, quand vous regardez les enquêtes d'opinion, elles sont très révélatrices que les élus restent les mal aimés. Il y a les journalistes au-dessus de vous, rassurez-vous. Oui. Voire au même niveau selon les enquêtes. Voilà, on est à peu près. Non mais pour dire qu'on a du boulot sur le sujet, et que ces affaires, malheureusement, sans prendre parti, contribuent pas à cette amélioration de l'image des politiques. Isabelle Florennes, Maxime Yedot, Louis Oselter et Louis Dragnel sont avec nous à table. On reparle de Nicolas Sarkozy juste après cette nouvelle pause. À tout de suite sur Europe 1. Pierre de Villeneuve. Et on reparle de la condamnation et des conséquences de cette condamnation de Nicolas Sarkozy avec la députée MoDem des Hauts-de-Seine Isabelle Florennes, avec Maxime Yedot, journaliste, essayiste, avec Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, et avec mon confrère de Marianne, Louis Oselter, qui n'a pas encore pris la parole sur ce sujet. Sur Sarkozy, sur le fait que les politiques payaient quelque part les lois qu'ils avaient eux-mêmes votées. Sur le financement, alors effectivement, la Banque de la démocratie, en fait, c'est l'un des j'ai une députée MoDem devant moi, donc je reviens sur ce sujet. Je veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais c'était l'une des conditions de l'alliance de François Bayrou avec Emmanuel Macron, avec d'autres éléments institutionnels comme la proportionnelle, qui n'a pas vu le jour non plus. Et alors, c'est pas faute de la part du groupe MoDem d'avoir essayé de faire advenir cette promesse de la Banque de la démocratie pendant le quinquennat, mais ça n'est pas devenu. Et je pense que ça pose un problème encore plus fondamental maintenant, parce que le clivage politique aujourd'hui est très sociologique. C'est-à-dire que si je résume et que je prends une grille d'analyse marxiste, vous avez La République En Marche, le parti des bourges, et le Rassemblement national, le parti des prolétaires. Je résume, mais quand vous regardez l'analyse des votes, c'est ça. Les classes populaires votent Le Pen ou s'abstiennent, et la bourgeoisie a plus tendance à voter Macron, ou un petit peu à droite, un petit peu pour le Parti socialiste, un peu les écolos. Mais globalement, c'est ça. Les prolétaires, entre guillemets, ne votent pas LFI. Ils votent Rassemblement national. Beaucoup plus. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. LFI n'est pas un vote très populaire. C'est plus un vote de fonctionnaires, de profs, de catégories intellectuelles supérieures. Je disais ça parce que ça pose le problème du financement. Emmanuel Macron, quand il a fait sa campagne en 2017, n'a eu aucun mal à lever des fonds, en partie parce qu'il s'adressait à un public de gens aisés. Il a fait des dîners de levée de fonds, il est allé à l'étranger voir des expatriés. Donc il n'a eu aucun problème dans le financement de sa campagne. Il n'y a pas eu de problème non plus pour contracter un emprunt auprès des banques, puisqu'il avait une surface financière personnelle qui était confortable, donc ce n'était pas risqué pour les banques de lui prêter de l'argent. En plus, il était sûr de faire plus de 5%, c'est le fameux d'être remboursé. C'est ça. On ne prête qu'aux riches, et le Rassemblement national, non seulement n'est pas riche, mais les gens qui votent pour lui ne sont pas riches non plus. Donc, il y a une disproportion sociologique dans le clivage politique actuel. Ça a peut-être changé, ça n'a pas toujours été le cas, mais qui fait qu'aujourd'hui, un parti comme celui d'Emmanuel Macron n'a aucun problème de financement, alors qu'un parti comme le Rassemblement national, qui a un électorat très populaire,
qui a pas non plus une très bonne gestion financière. Au passage, il y a quelques problèmes de gestion financière interne, mais a des difficultés à se financer, y compris à cause de ça. Ils peuvent pas compter sur des dîners de levée de fonds, ils peuvent pas compter sur des emprunts bancaires. Et la Banque de la démocratie, qui devait répondre en partie à cette question, et y compris permettre l'émergence démocratique, pourquoi pas d'autres formations, d'autres partis qui n'auraient pas eu les moyens immédiats de le faire, mais je pense aussi au MoDem, aurait dû répondre à cette question, et aujourd'hui cette question n'est pas résolue. Je reviens à Nicolas Sarkozy lui-même, qui, je parle sous votre contrôle, Louis Dragnel, doit signer son bouquin demain à Neuilly-sur-Seine, dans la librairie, des 4 librairies, je crois, la Martine de l'avenue du Roule. Est-ce qu'il va y avoir foule? Oui, bien sûr, vous allez me répondre. Mais comment va être perçue cette signature demain? Alors, ça fait partie. Vous savez, Nicolas Sarkozy, c'est un des derniers de l'ancien monde. C'est-à-dire que il a des fans absolus. Quoi qu'il se passe, il y aura toujours beaucoup de gens, notamment dans les Alpes-Maritimes, dans les Hauts-de-Seine. Il y a quelques départements comme ça très forts. Donc c'est localisé. C'est localisé, absolument, dans des fédérations qui étaient très fortes et dans lesquelles il a aussi marqué les esprits. Et donc je peux vous dire qu'il y aura foule avec plein de gens qui vont lui dire tenez bon Monsieur le Président, on vous soutient. Et c'est des gens, quoi qu'il se passe de toute façon, resteront inconditionnels à Nicolas Sarkozy. Ce sont un peu les militants historiques de l'UMP. Certains étaient militants avant du RPR. Et ont cette espèce de passion totale pour Nicolas Sarkozy. Est-ce que il va y avoir, alors je sais pas, une protection renforcée suite à ces condamnations, aux conséquences qu'il y a eu, effectivement à quelques quelques commentaires désagréables envers l'ancien président? Est-ce qu'il y a des personnes qui risqueraient de venir demain matin justement pour voir à Neuilly? Oui. À Neuilly. Pourquoi à Neuilly? Attendez, ce serait symbolique. Vous les l'avez rues sont dit. ouvertes à Neuilly, c'est pas une voie privée. Absolument. Alors il y en a. Mais... Pour vous répondre très précisément, Pierre. Alors déjà, par principe, tout ancien président de la République a un dispositif de sécurité rapproché qui est géré par le service de la protection. Et donc, ce sont des policiers, une équipe de policiers qui encadrent jour et nuit le président de la République. Ça fonctionne en brigade, donc il tourne. Et c'est plusieurs équipes. Je crois que c'est pour le Nicolas Sarkozy, il me semble que ce sont 2 équipes de 7 personnes. Donc 2 équipes, donc 14 personnes. Parce qu'il y a des officiers de sécurité, il y a des voitures aussi de précurseurs, il y a une voiture suiveuse. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans tout le détail de sa sécurité personnelle. Et en plus de ça, comme il s'agit d'une personnalité exposée et donc menacée, eh bien les services de renseignement, dès que Nicolas Sarkozy se déplace pour ce type d'événement, il prévient évidemment le préfet du département qu'il sera présent à tel endroit, la police sera présente, et en plus de ça, les services de renseignement, s'ils anticipent n'importe quelle menace concernant l'événement, le signalent immédiatement aux policiers chargés de sa protection et s'il le faut, réadaptent le dispositif de sécurité autour du président. Donc de toute façon, Nicolas Sarkozy, je pense, est entre 2 bonnes mains. Ça vous amène une réaction, Maxime Yeddo? Non, du tout, mais ça rebat un peu si, toujours vos réactions extraordinaires, Louis, m'amènent des réflexions, mais ce que je voulais dire, c'est que en effet, ça rebat un peu les cartes de Nicolas Sarkozy dans le jeu politique. On a vu cette semaine la petite tournée médiatique qu'il a fait pour son nouveau livre, notamment ici sur Europe 1 avec Laurence Ferrari. Et on a bien vu à quel point il est encore un tout petit peu nécessaire aujourd'hui dans son camp, c'est-à-dire que les quelques mots qu'il a eu sur l'actualité, sur la politique, sur l'état de son camp, ont été repris sur Zemmour. C'est le seul à droite, c'est la première fois dans le camp notamment des Républicains qu'on entend une ligne aussi claire, avec en quelque sorte une ligne rouge à ne pas franchir, alors que aujourd'hui, si on voit les quelques ténors du Républicain, c'est quelque chose que personne ne comprend. Christian Jacob ne veut pas qu'il participe à la primaire. On a un Gérard Larcher qui dit qu'il ne correspond pas aux valeurs, mais le même Christian Jacob, tout en excluant l'idée qu'il participe à la primaire, dit 2 jours après qu'il n'est pas d'extrême droite, qu'il n'est pas raciste. Dans ce cas-là, pourquoi il ne participe pas à la primaire? On a des Laurent Wauquiez qui disent le soutenir et un Éric Ciotti qui dit envisage de voter pour lui si le polémiste arrive face à Emmanuel Macron. Donc on a un camp totalement divisé et c'est la première fois qu'une voix à droite, c'est celle de Nicolas Sarkozy, qui apporte une ligne claire sur Éric Zemmour, sur Emmanuel Macron, sur le vide intersidéral des idées. Donc vous voyez, c'est quand même encore... Dans mon idée de faiseur de droit, est-ce qu'on l'écoute derrière, justement? Est-ce que la ligne rouge est tracée? Est-ce que du coup elle va être respectée? Alors ce qui se passe, c'est que c'est quelque chose d'assez ambigu parce qu'il y a ce qui se passe officiellement et puis il y a ce qui se passe en coulisses. Facialement, Nicolas Sarkozy est retiré de la vie politique, donc en théorie, il devrait, on pourrait penser qu'il se désintéresse totalement de la vie de son ancien parti. Sauf que
effectivement, on l'a dit tout à l'heure, c'est tout le contraire qui se passe. Le contraire. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant beaucoup d'années, de nombreux mois, Nicolas Sarkozy entretenait le mystère sur son possible retour. Et du coup, ça a privé quand même toute une génération politique à droite de monter, d'essayer d'espérer quelque chose. Tout le monde était un peu suspendu à la décision éventuelle, possible, putative de Nicolas Sarkozy de revenir. Du coup, en fait, ça fait très peu de temps qu'on sait que maintenant c'est terminé. Nicolas Sarkozy ne se représentera pas à une élection présidentielle. Et donc, forcément, voilà, si vous voulez, on a une équipe 2, une deuxième ligne derrière qui... ça fait très peu de temps qu'ils se disent enfin, ça y est, mon tour peut venir. Et donc voilà, donc Nicolas Sarkozy a créé... malgré lui ou je pense que c'est aussi de son volontaire, une incapacité pour la droite à essayer de se renouveler, de penser à l'après Nicolas Sarkozy. Donc voilà, on est dans cette situation-là. Oui. Et donc la droite est je pense soit en crise d'adolescence, soit en phase de décomposition totale. On verra tout ça, je pense. C'est vrai que l'après Sarkozy est toujours un trou noir pour la droite, ça c'est vrai, même s'il y a une hype Fillon liée au résultat de la primaire, mais qui... Il y a même eu des rumeurs comme quoi Nicolas Sarkozy, s'il avait été blanchi dans cette affaire Big Balion, ce serait peut-être représenté. Ça c'est un marronnier qu'on a fait des fois, mais qui était toujours présent dans tous les esprits à droite, ça c'est évident. L'équipe 2 qu'évoquait Louis, mais cette équipe 2, je pense qu'il y avait aussi... Non, en fait, c'est ça. C'était l'ombre portée qui tétanisait un peu la droite et empêchait d'autres personnalités d'émerger. En revanche, faiseur de roi, moi je pense pas, parce que je pense que les gens ne fonctionnent plus par consigne de vote, même avec des personnalités aussi emblématiques et statutaires qu'un ancien président de la République. Ce sont des gens qui achètent ses livres, qui peuvent aller les voir en dédicace. Ça ressemble plus à un fan club qu'à un club de votants. Je pense pas que les consignes marchent. Vous pensez qu'avec Éric Zemmour, c'est différent ? Ça, on le verra. Pour l'instant, ça ressemble beaucoup à un fan club, mais on verra comment ça se transforme. Franchement, c'est très intéressant parce que l'émergence de ce genre de personnalité médiatique va nous permettre peut-être d'apporter des réponses à ces questions. Mais les consignes de vote ne fonctionnent pas tellement. Je pense que Sarkozy n'est pas un faiseur de roi, mais qu'en revanche, il a un pouvoir de nuisance. C'est-à-dire qu'on voit bien le jeu ambigu qu'il joue avec Emmanuel Macron. La rumeur qui court à droite depuis longtemps, ce serait un pacte d'alliance de Nicolas Sarkozy avec Emmanuel Macron qui lui apporterait des troupes et un soutien public en vue d'une réélection. Ça court, mais après, compte tenu en plus de ce qui s'est passé hier et de sa condamnation, je suis pas sûr que ça vienne. Il a vécu ce que c'était l'enfer d'avoir un président de la République en exercice qui vous déteste, à savoir quand lui-même, Nicolas Sarkozy, était ancien président face à François Hollande, qui quand même globalement lui a à peu près tout fait pendant son quinquennat, et du coup il a acquis une certitude, c'est qu'il faut bien s'entendre globalement avec tout futur président de la République, quel qu'il soit. Donc il a tout intérêt, parce que si vous voulez, par rapport à on parlait de son calendrier, son actualité judiciaire, il en peut plus, si vous voulez, de tout ça. Donc maintenant, ce qu'il souhaite, c'est que surtout Emmanuel Macron ne lui veuille pas de mal, et que si c'est un candidat de la droite qui gagne, bien la situation soit la même, c'est-à-dire ne pas avoir d'opposition du président en exercice. Isabelle. Non, moi juste une réflexion. Force est de constater à droite quand même, depuis son départ en 2012. On assiste quand même au résultat actuel à une lutte et une guerre fratricide. Globalement, je veux dire, il avait quand même, en qualité de président de la République, mais avant, réussi à faire une certaine union derrière lui et à imprimer quelque chose. C'est clair qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'était pas mon cas et c'était pas le cas de la famille politique à laquelle j'appartiens, qui a été même virulente face à lui, on peut le dire. Mais force est de constater que depuis 2012, quand je vous entends, c'est vrai que et là, c'est la Bérésina quand même, parce qu'on assiste à une destruction, je crains là, qui va s'accélérer avec 2 mois pour arriver à un congrès 4 décembre. Je constate, pour en discuter tous les jours avec des collègues, puisqu'on parle à l'Assemblée nationale et que au centre on parle avec tout le monde, et c'est notre chance, que mes collègues députés LR, pour une grande majorité, savent vraiment plus quoi faire. Et sont dans une situation quand même extrêmment difficile dans les semaines qui viennent. Et je m'en réjouis pas, parce que c'est pas facile d'appartenir à une famille politique qui va mal. C'est le cas.
je vois pas comment dans les semaines qui viennent, alors effectivement s'accrocher à Nicolas Sarkozy pour des fan clubs, pour des militants, je peux comprendre, et c'est le cas dans un certain nombre de départements, parce que il représente quand même cette Mais pour des parlementaires, vous ne comprenez pas. Côté parlementaire, je pense qu'il va se passer des choses quand même dans les semaines qui viennent. D'avoir une toute petite nuance, parce que vous dites, c'est que là on débat, on discute comme si l'élection avait lieu dans 3 semaines. L'élection a lieu dans 6 mois et demi. Il peut encore se passer beaucoup de choses. Et on a vu, je dis pas le contraire, dans l'histoire de la vie politique, il n'est pas impossible, j'en sais rien. Peut-être que ça se passera pas. Je ne fais pas de prévision. Je dis simplement, un candidat derrière lequel excusez-moi, je suis pas la seule à le penser, que ce qui se passe là à droite et la prévision et toutes ces remarques, vous êtes comme moi, vous regardez les réseaux sociaux, vous regardez toutes ces remarques, toutes ces ambivalences, toutes ces réactions minute après minute, heure après heure par rapport à leur primaire ou non primaire ou congrès sont quand même destructrices. Justement, vous avez effleuré le sujet, ça tombe bien, on va parler de la droite juste après le journal de 19h. On va également parler d'Édouard Philippe. À quoi joue-t-il ? Il se dit loyal envers le président, mais par voie de presse, il critique l'endettement du pays. C'est étrange. Sans oublier le grand Messi. Le premier but a été marqué avec le PSG. Ça pourrait calmer tous ceux qui ont critiqué son salaire. À tout de suite pour le journal de 19h. Et à 19h15, le débat reprend. À tout de suite.